Eh bien voilà, bonjour mesdames et messieurs. Convergence et révolution culturelle, sinon pour dire le retour aux sources africaines, les chemins de la renaissance africaine, quels sont-ils? Et surtout, quand l'Afrique parle de l'Afrique, à l'Afrique pour l'Afrique. Parce qu'ils sont nombreux qui parlent de nous, mais contre nous. Et même lorsqu'aujourd'hui on parle du sommet États-Unis-Afrique, les panafricanistes du monde entier protestent énergiquement. Parce que c'est États-Unis, Afrique, France, Afrique, Chine, Afrique, Russie, Afrique, tout le monde Afrique. Et dans cette affaire, il y a à boire et à manger dans le sens où on couillonne le continent, permettez-nous l'expression, nous nous disons qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais l'Afrique, c'est déjà quoi? Ce sont les États qui constituent ce continent noir. Et ces États sont dirigés. Il y a des gouvernants et des gouvernés. Et la problématique que nous avions creusée ici, mesdames et messieurs, c'était le cri du cœur de quelqu'un pour la jeunesse congolaise, suivi de la dernière leçon de grammaire. Ces deux émissions nous ont introduit à cette troisième qui est valeur de chez nous, Dieudonné Antoine Ganga, ancien ministre, écrivain. Et dans cette histoire, mesdames et messieurs, après avoir suivi ici les jeunes comme Arnett, comme Christella, sinon Dixon, épaulés par ceux qui sont intergénérationnels, comme Chrysostome et Alexis Bongo, l'avocat défenseur de l'Afrique, et ce n'était que normal, comme à votre demande, qu'aujourd'hui, nous mettions sur le banc des accusés lui-même, Dieudonné Antoine Ganga, qui a osé comme ça écrire « Mon cri du cœur pour la jeunesse congolaise que voici », ainsi que la dernière leçon de grammaire. Il s'agit ici de l'entendre lui-même répondre dans cette série de questions-réponses, répondre donc à la jeunesse qui est à notre droite, sinon répondre aussi à vous téléspectateurs qui nous suivez avec intérêt et dont nous allons nous faire le plaisir de transmettre les questions. Alors, Dieudonné Antoine Ganga, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis. La valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager. Pour ceux qui nous suivent, qui êtes-vous? Je suis citoyen congolais. Je suis né à Brazzaville en 1945, plus exactement le 26 novembre 1945. Aujourd'hui, comme disent les Belges, j'ai 77 ans. Donc, je suis ici. J'ai fait mes études primaires à l'école Saint-Joseph de Bakongo, mes études secondaires au petit séminaire de Mbamon et mes études supérieures au CSB à l'époque, Centre d'enseignement supérieur de Brazzaville, à l'école supérieure d'administration, d'où je suis sorti diplômé greffier par la Cour, pour le tribunal de grande instance de Brazzaville. Et après, je suis allé à l'ENA. Je suis de la première promotion qui a démarré l'ENA dans les années 66. Et donc, j'ai des collègues qui sont encore en vie comme Émile Aurélien Bogondé ou le trésorier général Albert Gondo et beaucoup de choses, le défunt président Justin Kumba, etc. Donc, nous sommes cette promotion. Après l'ENA, j'ai eu une bourse pour aller parfaire mes études en France. Et en France, j'ai été à l'Institut de hautes études internationales de l'Université Paris 1, Paris 2, pardon, où j'ai eu le diplôme de cet institut. Après, j'ai fait, toujours à la Sorbonne, le diplôme d'études supérieures de sciences politiques, qu'on appelle le DSUP, qui m'a permis de faire un DEA, un diplôme d'études approfondies, et qui, in fine, m'a amené à faire une thèse de 3e cycle en Sciences Po, option Relations internationales. Et au cours de mon itinéraire à la Sorbonne, j'ai eu comme condisciple le défunt président Ibrahim Keïta. Ibrahim Boubacar Keïta. Nous, on appelait Ibrahim Keïta. Mais vous, à l'époque, c'était Ibrahim Keïta. Oui, oui. Alors, nous étions des amis. Dernièrement, il y a quelques années, il y a au moins 3 ans, avant que Dieu ne le rappelle à lui, il m'avait invité justement au Mali. Mon épouse et moi, il nous avait invités pour nous recevoir, discuter avec lui. C'était mon ami, mon frère. Voilà ce que je peux dire. Oui, tout ça, nous voyons très bien, mesdames et messieurs, que c'est digne
de l'émission emblématique de DRTV, L'homme et son temps. Est-ce que vous connaissez? Oui, mais oui, je connais cette émission. Bon, j'espère qu'un jour j'y passerai. Je voulais dire une chose. C'est qu'au niveau du Congo, pendant la transition, on a fait appel à moi. Le Premier ministre Milongo m'a appelé, m'a nommé ministre des Affaires étrangères. Et ça, je tiens à le souligner, quand je suis arrivé au niveau de la transition, il y avait un froid entre le président Sassou, Monseigneur Nkombo et le Premier ministre Milongo. C'était quand même les trois institutions. Alors, j'ai dit au Premier ministre Milongo que moi, je ne pouvais pas mener la diplomatie, être le chef de la diplomatie congolaise, sans travailler avec le président Sassou, qui était président de la République, reconnu par l'acte fondamental. J'ai dit, j'avais le choix, ou bien je partais, ou bien je restais. Il m'a dit, mon fils, allez-y. Et je me suis rapproché du président Sassou, et qui m'a beaucoup aidé, il faut le reconnaître, dans mon travail, et qui m'avait remis le premier message que j'ai été remettre au président Bongo, parce qu'il avait estimé que dans ma mission, il fallait quand même commencer par le doyen, qui était le président Bongo, et ce qui m'a permis d'avoir, vraiment, qui m'a ouvert des chemins par-ci, par-là. Il y a eu cela, et puis le président du Souba, qui est arrivé, m'a fait confiance. Il m'a nommé ambassadeur, tout d'abord à Addis Abeba, où je suis resté 3 ans, parce que pour lui, il disait que c'était la grande ambassade, d'où j'ai pu ramener ici le FESPAM, qui malheureusement, il tombe en désuétude, je ne comprends pas pourquoi. Et d'Addis Abeba, il m'a envoyé à Washington. À Washington, je lui suis resté très fidèle. D'ailleurs, je vous dirai une chose, quand ils ont fui le Congo, lui et le Premier ministre Kolela, ils sont arrivés à Washington, j'étais ambassadeur, je les ai accueillis, je n'ai pas eu peur de les accueillir. Bref, voilà, jusque-là, ce que j'ai pu faire pour le Congo. Ce n'était que normal de les accueillir, mais nous disons encore une fois de plus que ça, c'est l'homme et son temps, et ça mérite que vous soyez l'un de ces jours au bon soin de notre DG, Yolène Yot, la charismatique DG qui va tout faire pour essorer l'homme que vous êtes, afin que pour les générations futures, il y ait transmission du savoir, transmission des connaissances pour que les enfants de demain sachent sur quel pied danser. Mais ici, vous êtes sur le banc des accusés pour votre cri du cœur pour la jeunesse congolaise et pour la dernière leçon de grammaire. Donc rapidement, nous allons dire, nous savons très bien que vous êtes aussi journaliste. Oui, hein? J'ai fait mon stage à FR3 en France et à l'Institut de journalisme de la rue du Louvre à Paris. Très bien. Yolène Noumouli-Yot va s'occuper de vous le moment venu dans L'homme et son temps. Mais ici, c'est le cri du cœur pour la jeunesse congolaise et aussi la dernière leçon de grammaire. Donc, pour ne pas perdre de temps, la jeunesse dans tout pays est censée être la pépinière. Elle est constituée par l'ensemble des personnes, hommes et femmes de la tranche d'âge de 18 à 35 ans révolus. Ce sont des jeunes qui sont soit encore au lycée ou dans des instituts d'études supérieures et professionnelles, soit déjà dans la vie professionnelle. Enfin, ce sont des jeunes mariés ou célibataires avec enfants sans emploi. La jeunesse est la force de la nation. Elle forge ou crée les générations à venir. C'est pour avoir lu ça, nous réservons la suite à Christella, c'est pour avoir lu ça que nous vous avons convoqué ici pour que vous répondiez à toutes nos questions. Alors, si vous étiez demandé de résumer d'abord, avant que la pluie de questions n'arrive, mon cri du cœur pour la jeunesse congolaise, votre cri du cœur, résumé en 2 mots, vous diriez quoi à tous ceux qui nous suivent? C'est toujours un appel que je lance pour sauver notre jeunesse qui est en perdition. Ah. Je suis arrivé, vous savez, je ne vis pas ici, je fais la navette, et j'ai remarqué que notre jeunesse n'est plus la même. Notre jeunesse est composée maintenant de délinquants, de bandits comme comment on les appelle là, les Koulouna et autres, des chômeurs, des sans-emploi et des orphelins qui sont devenus des enfants de la rue, bref. Donc tout ça, ça m'a fait réfléchir. On ne sent pas si cette jeunesse a de l'avenir. C'est la question que je me pose. Parce que nous, quand on grandissait, on avait des modèles. Je vous dirais une chose, quand nous étions au niveau du tribunal, nous tous,
on avait un procureur général, Auguste Orokunganzadi, qui parlait tellement de son doctorat que nous avons dit il faut que nous soyons tous docteurs. On a repris les études. On voulait être comme Matsukuta, je parle de ça parce qu'ils étaient au tribunal. Hein? Nous voulions être comme Asemekang. Mais aujourd'hui... Nous entendions ces noms-là quand nous étions sur les bancs de l'école oui, c'était des grands. Aujourd'hui, par exemple, vous avez des jeunes qui ont comme modèle M. Malonga ou M. Itwa, qui a construit des maisons à étage, qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de femmes. Ah, c'est un grand, hein? Mais non, c'est pas ça. Les voleurs ici sont encensés. C'est-à-dire, nous sommes dans une situation, dans un pays où, je le répète toujours, les vertus sont devenues des défauts et les défauts des qualités. Et c'est triste. Alors, au vu de ça, je dis, il faut que je lance le cri de cœur, parce que nous, il nous appartient, il nous revient à transmettre notre savoir aux générations futures. Vous savez, dans mon pays d'adoption que sont les États-Unis, là-bas, les gens travaillent toujours pour les générations futures. Ce sont des pionniers. Mais si je ne sens pas si nous sommes des pionniers, c'est pourquoi je dis que j'ai honte de notre génération, parce que notre génération a beaucoup échoué, dans ce sens que nous avons mis l'accent sur la politique politicienne et nous avons négligé l'avenir de nos jeunes. Si je le dis, et j'ai remarqué, je dis, je lance ce cri du cœur, peut-être, ça va nous ramener à changer les choses. Et nous sommes ravis de vous l'entendre dire. Et je vous le dis, je le répète, je suis un homme libre et je tiens à m'exprimer au nom de la liberté que prône la Constitution. Je dis ce que je pense. Peut-être certains gens diront que j'exagère, mais notre jeunesse est en Certains de votre génération pourraient ne pas être d'accord avec vous. Oui, mais moi je dis que nous sommes coupables de ce qui arrive. Très bien. Alors, il y a aussi la dernière leçon de grammaire. Alors, ça nous a fait plaisir. S'il vous était demandé de résumer en 2 mots, que diriez-vous? Mais vous savez, dans la Constitution, il est écrit que nous avons 3 langues officielles. Le français, le lingala et le monokutuba. Le français, c'est la langue que nous utilisons partout. Mais il s'avère que depuis un certain temps, beaucoup d'entre nous parlent mal français. Et pendant mon exil aux États-Unis, j'ai été professeur de grammaire. Et j'ai révisé la grammaire. J'avais des lacunes. J'ai dit, mais pourquoi, à partir de là, broder quelque chose pour pouvoir un peu transmettre les notions de grammaire que nous utilisons. Je vous citerai un exemple, par exemple. L'erreur que nous commettons, par exemple. Alexis est le frère avec lequel je vais tout le temps au marché. C'est pas français. Alexis est le frère avec qui je vais au marché. Parce que pour les personnes, on utilise qui. Sauf avec les prépositions parmi et entre. On dira les gens parmi lesquels, les gens entre lesquels, mais on dira l'homme avec qui, pour qui je travaille, par exemple, l'homme pour qui je travaille s'appelle monsieur Taraganzian. Mais pas pour lequel. Lequel, c'est pour les choses. Voilà. Donc, ah oui, nous entendons ça. Régulièrement d'ailleurs. Et le don qu'on n'utilise pas souvent, par exemple, voici la personne dont je parle, on ne dirait pas voici la personne que je parle, ou l'affaire que je parle, non. Ou bien, voici le pain que j'ai besoin, dont j'ai besoin, avoir besoin de... C'est vrai que c'est compliqué lorsque nous parlons de savoir placer que dans, c'est compliqué. Parce qu'en une fraction de seconde, il faut se retrouver. Il faut se retrouver. Et les Congolais aiment les erreurs. Ils sont attentifs à l'oreille dressée et prêts à éclater de rire. Nous sommes en clair à la facilité maintenant. Donc c'était une façon comme une autre d'entrer dans la danse parce que cette jeunesse à côté n'attend que le top pour bondir sur vous. Mais quelqu'un qui nous suit attentivement pose cette question. Vous avez dit le président Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous aviez connu à votre époque, un tant soit peu, le président Marien Ngouabi? Oui, le président Marien Ngouabi est arrivé au pouvoir le 31 juillet 1968. Ah. Et je sortais de l'ENA, si je ne m'abuse. Et après, quand il a pris le pouvoir, j'étais à l'époque attaché de cabinet du camarade Pierre Nzé, qui était aussi membre du bureau politique à l'époque. C'est là où je connais le président Marien Ngouabi.
qui vraiment m'encourageait, puisque je présentais le journal le week-end et les samedis. Et avec mon petit nom de Diaglemba. Et le président Ngouabi, je l'ai connu, un homme très simple, humble, qui se promenait à Bakongo, qui se promenait à Poto-Poto, et qui vraiment... Qui suivait votre journal aussi? Oh oui, il suivait le journal. Le samedi, et après le journal du matin, il appelait à la radio, félicitations Diaglemba, super. Je vous ai suivi et tout. Le président Marion Ngouabi, et puis il avait un sens très humain. Je vous dirai une chose, c'est ma vie personnelle, je devais peut-être pas en parler, mais j'ai un enfant handicapé. Le président Ngouabi, en se promenant à Congo, est venu me voir avec une épaule. Il a vu mon enfant handicapé, il m'a dit, Dieudonné, il faut qu'on rattrape ça. Je veux t'envoyer dans une ambassade pour faire sonner ton enfant. Et c'est comme ça que je suis devenu diplomate, j'ai eu la vocation de diplomate. 1670, il m'a envoyé en Allemagne. Et aujourd'hui, ma fille a récupéré, elle a 2 enfants, elle est cadre en Europe, pas de complexe, elle écrit souvent, il a même écrit un article sur les handicaps et tout. Donc le président que l'horizon africain avait même publié. Le président Marion avait été très, très humain, je l'ai connu. Très bien. Donc, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, c'était donc ce cri du cœur du président Marion Ngouabi à l'époque devant cette jeunesse-là, représentée par l'enfant donc de Dieudonné Antoine Gonga, notre papa qui est là, notre papy en même temps, comme disait Christella, et cet homme d'État. Et donc nous allons essorer. Ça c'était pour l'introduction. Maintenant, la chasse est ouverte. Mon cri du cœur pour la jeunesse congolaise. La dernière leçon de grammaire, on a disséqué, on a discuté, on a écouté les réactions des uns et des autres. Maintenant, nous vous livrons l'auteur, ancien ministre, qui est notre papy, notre papa et pourquoi pas un homme d'État. Christella, c'est vous qui ouvrez le bal. D'accord. Bonsoir encore une fois. Bonsoir madame. Ok, je vais juste poursuivre la lecture de là, je vais poser ma question. Juste en bas de la page, on dit, à l'instar d'autres... Quelle page s'il vous plaît? La page numéro 13. 13. À l'instar d'autres jeunesses, la jeunesse congolaise se cherche. Elle vogue comme un navire en mer sans boussole. Elle me donne l'impression d'être comme des brebis sans berger. Eu égard à cette malheureuse situation, leur Excellence, M. Barthélemy Batantou et le président Assamba Diba. Maintenant, si on prend le mot boussole, navire qui erre en mer sans boussole est un navire qui forcément va se perdre et qui aura du mal à retrouver son chemin, à moins que le capitaine du navire ne sache lire à travers les étoiles. Et aussi, un brebis sans berger est un brebis qui se perd. Et là, cette boussole et ce brebis, qu'est-ce que je dis? Cette boussole et ce berger se représentent par qui? Pour nous, notre jeunesse congolaise. Évidemment, là j'ai pris des images. Comme vous l'avez bien dit, le navire qui n'a pas de boussole va se perdre en mer. Et l'image de la brebis sans berger part de la Bible. C'est Jésus qui dit, quand il a vu cette foule-là, il a dit, oh là là, j'ai pitié d'eux. Ils ressemblent à des brebis sans berger. En sorte, notre jeunesse aujourd'hui a l'impression de n'être pas guidée, de n'avoir personne. Elle est abandonnée à elle-même. Hein? Elle est abandonnée à elle-même. Sortez tout à l'heure, allez dans la rue, vous verrez des jeunes qui traînent, qui vont même vous injurier, qui vont dire n'importe quoi, qui aiment les insanités. Allez dans les veillées. Vous voyez comment cette jeunesse se comporte. Je dis, mais où allons-nous? Tout ça, vous ne pas wapi. Tout ça, la nina mukiloyo. Je dis, non. Il faut que nous soyons les bergers de notre jeunesse. Il faut que nous encadrions notre jeunesse. Sinon, notre pays n'existera plus et ça sera comme un deuxième Haïti du monde où chacun prendra son fusil, fera ceci. Personne ne se contrôlera l'un ne contrôlera jamais l'autre, etc. Et c'est ça le drame. Parce que il y a un proverbe qui dit il faut toujours éteindre le feu quand il couvre sous les herbes sèches. Après, il devient un incendie et c'est trop tard.
il faut que nous rattrapions cette jeunesse-là qui dérape. Ok, je vais poursuivre. Tout à l'heure, on était en train de discuter, j'aimerais que vous puissiez le dire devant les téléspectateurs. Oui. Aujourd'hui, on constate très souvent que, excusez-moi, je vais être terre à terre, l'ethnie auquel appartient le président est beaucoup plus privilégiée dans nos administrations, dans les lieux publics. Est-ce que c'était ainsi pour vous qui avez vécu avec les présidents qui ont précédé au Congo-Brazzaville? Bon, c'est vous dites qu'elle est privilégiée. Bon, les gens en parlent. Mais moi, ce que je peux vous dire, que ce sont des cadres qu'on utilise dans l'administration. Malheureusement, certains cadres excellent dans ce qu'on appelle leur tribalisme. En notre temps, tout d'abord, pour être recruté, c'était des concours. Le concours était organisé au niveau du Congo, du nord au sud. Et les admis allaient au CSB ou à l'ENA, etc. Et quand on sortait, on ne voyait même pas qu'un tel était du nord ou du sud. Sincèrement, moi, ce n'est qu'après que j'ai su que mes condisciples Fungi, Bogwandé et Ngondo étaient du nord. Ça, c'est vraiment... Et puis, quand on était à l'ENA, on allait en stage partout. Moi, j'ai fait mon stage à l'ECANA, un district qui m'a conquis. Vous voyez? Donc, il n'y avait pas ces problèmes. C'est nous-mêmes, pour des raisons politiciennes, qui prenons le tribalisme. C'est tout. Bon, il y en a qui disent que... Moi, j'entends parler des gens qui disent il faut nous rattraper, on a eu du retard. Mais il faut expliquer scientifiquement pourquoi, à un moment donné, il y a eu plus de cadres du Sud que du Nord. Tout d'abord, les grandes écoles, que ce soit les écoles privées, les écoles primaires, les écoles publiques, c'était des écoles des missionnaires et de l'État qui étaient dans le Sud presque. Et Brazzaville est dans le Sud. Dans le Nord, comme disait Monseigneur Bernard, c'était des branches sèches, il n'y avait pas beaucoup d'eau. C'était normal que tous les cadres sortent du Sud. Et puis, ces cadres, quand ils étaient arrivés, ils ne se présentaient pas comme cadres du Sud, mais comme cadres du Congo, comme citoyens congolais. Et je vous citerai un exemple. Le président Yulu, avec son ministre Gandjo, on peut tout leur reprocher. Le ministre Gandjo, qui avait comme directeur de capital à l'époque Alphonse Massamba Deba, qui deviendra plus tard président de la République, avait constaté que pour suivre le premier cycle secondaire, il fallait venir seulement à Brazzaville ou à Pointe-Noire. Tous les CM2 là, quand vous avez fait le concours, il fallait venir soit à la rigueur à Makwa, au collège Champagnat, à Brazzaville, au lycée Savonnin de Brazza, au collège Chabinade, ou à l'école des cadets, qu'on appelle à l'école Général Leclerc, et à Pointe-Noire, au lycée au Gagneur. Et pour les autres, aller au lycée de Mbunda, école des instituteurs. Mais le ministre Gandjon a dit au président Yulu qu'on devait mettre fin à cette pratique. C'est pourquoi ils ont créé les CEG, les collèges d'enseignement général. Ainsi, les jeunes suivaient le premier cycle secondaire dans leur district et ils n'arrivaient à Brazzaville que pour suivre le deuxième cycle secondaire. Donc si le président Yulu et les Gandjons voulaient jouer au tribalisme, ils n'auraient pas fait cela. Je vais conclure par là, excusez-moi. Pour une personne qui, pour moi, est mon grand-père, pour M. Alexis, c'est papa. Mon papa, je dis, vous n'avez pas vécu ce que le type de jeunesse que vous décrivez dans ce livre. Par contre, moi, je vis ce type de jeunesse. Il y a au moins une personne sur 10 que je rencontre comme ça. Et vous, dans votre temps, il n'y avait pas ce type de jeunesse. Quel est le concours de circonstances? Quelle est la chose? Dans quelle mesure vous êtes-vous emmené à constater ce type de jeunesse dont vous citez ici? Parce que c'est un peu difficile pour une personne qui n'a pas vécu cela de pouvoir en parler aussi clairement que ça, à moins que vous me dites que vous avez rencontré ce genre de jeunesse dans votre temps. Voilà pourquoi j'ai posé la question des privilégiés. Madame, je m'entends, je disais que notre jeunesse était comme la vôtre. Effectivement, nous, quand on grandissait, on avait des enfants de fonctionnaires. Nous qui étions enfants de fonctionnaires, on était vraiment une infime minorité.
La plupart des enfants étaient des enfants de cuisiniers, des malavoutiers, des agriculteurs et tout. Et ces parents-là, quand ils voyaient leurs enfants, ils disaient, écoute, toi, il faut que tu sois comme un tel, que tu sois comme son père. Il faut que toi, tu travailles, que tu sois aussi servi par des domestiques. Donc, c'était l'émulation. Vous voyez? Cette jeunesse, c'était une jeunesse qui était saine. Par exemple, nous, le dimanche, après la messe de 8h30, on allait jouer à Bakongo au stade Hugos, où on faisait venir des équipes de Potpoto qui venaient de Saint-Vincent, on jouait. On n'allait pas dans l'Enganda. D'ailleurs, il y a, à d'autres époques, dans les années 60, il y avait la loi Portela qui vous empêchait d'aller traîner dans les bars, dans les buvettes. Aujourd'hui, dès 9h, il y a ces jeunes-là qui boivent, ils sont contents. Hein? Qui ne veulent rien faire. Mais vis-à-vis de cela, qu'est-ce que nous faisons, nous les adultes de notre génération? Parce que, les agriculteurs pourront le confirmer, tout arbre qui ne tient pas a besoin d'un arbre tuteur qui essaie de le redresser. Exact. Or, certains parents sont devenus irresponsables. Au moins, on a par exemple Natongo Adamuki. Il s'en va au travail, maman Akenda Kwanzambe, il reste là jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Le papa sort du travail, il va finir dans un gana avec le copain pour boire. Il arrive à la maison, les enfants dorment déjà. Ils sont abandonnés. Ils ne suivent même pas les devoirs des enfants. Ils sont surpris à la fin que les enfants n'aient pas de moyens. Et on passe par des subterfuges comme A+, B+, tout, et on pousse. Non, c'est pas ça. Je pense que, et moi j'insiste, nous sommes irresponsables. L'État d'un côté est irresponsable, nous les parents aussi, nous sommes irresponsables. Prenons nos responsabilités. Parce que notre jeunesse n'a pas connu ça. Je vous surprendrai, madame. Moi, j'ai fait toute l'école primaire, jusqu'à mes études secondaires au séminaire. Je n'ai jamais acheté un cahier. Pardon, je n'ai jamais acheté de cahier pour revenir à la grammaire. Les seuls livrets qu'on a achetés, c'était les livrets de sciences ou de grammaire de mon père Raymond. J'ai acheté mon premier classeur quand je suis venu au CSB, quand je suis sorti séminaire. C'est à ce moment-là que je découvrais un classeur. Je l'ai acheté au magasin Monoprix. Je n'avais jamais acheté des cahiers. Tout était fourni à l'école. Quand le cahier était épuisé, vous allez voir le père directeur, il le regardait, il déchirait le bout et il vous remettait un autre. Aujourd'hui, c'est pas ça. Les livres, on était combien dans la salle? Nous, dans notre salle du CM2, on était une trentaine et on avait un livre de lecture pour deux. Le soir, on les rangeait. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. On ne payait pas ce qu'on paie maintenant. Aujourd'hui, c'est 10 têtes d'enfants qui se bousculent là sur un livre. Et sur un livre, c'est pas normal. Nous n'avons pas de bibliothèque. Nous, quand on était jeunes, moi je parle toujours de ma cité Bakongo où j'ai grandi. On allait au centre culturel français qui s'appelle maintenant Soni Laboutansi. Il y avait une bibliothèque. On allait chercher des livres. À Soni Laboutansi, oui, c'était le centre culturel français. Non, centre culturel de Bakongo. Le centre culturel de Bakongo. Il y avait une bibliothèque. Une bibliothèque. Et c'est là où on allait chercher des livres pour lire. Et tout. Tous les lundis, on y allait pour aller voir des films, des bandes dessinées ou des westerns navets. Vous savez, je vous fais rire, je pensais que les Mickey existaient, ils vivaient en France. Or, c'était que des bandes dessinées. Oui, c'est ça. Non, on allait là-bas, on avait des livres. Et tous les soirs, en partant de l'école, par exemple, je prends le cas du CM2 dont je parle dans le livre de Sonokame, le frère Roger nous donnait un problème d'arithmétique à les résoudre. On avait à l'époque le livre Oriol. Et le matin, vous commencez par corriger le devoir. Celui qui n'a pas fait est puni. Hein. À nous, on avait des punitions. Hein. C'était la chicotte sur les mollets ou bien sur les doigts. Hein. Bon, maintenant... Ça a contribué à votre réussite. Oui, c'est notre réussite. Très bien. En tout cas, il y a à boire et à manger la main. Chrysostome. Mais alors, vous avez peint avec ma consoeur la jeunesse dans sa perte des valeurs, la jeunesse qui n'a plus de repères.
et les méfaits de cette jeunesse. Mais dans tout ça, pour vous, quelle est la place des pouvoirs publics dans la décadence de la jeunesse? Leur responsabilité. Je veux répondre franchement. Sans langue de bois. Non, moi, à devenir le corporate, j'assume ce que je dis. Dans les années 60, il y a aussi des jeunes qui chômaient. Le président Youlou avait créé ce qu'on appelle le service civique pour recruter ces jeunes qu'on formait dans plusieurs métiers. C'est de cette école que sont sortis Oba Pounou, Maxime Machima, Akwala qui jouait dans l'Étoile du Congo, etc. Et d'autres. Vous voyez, il y avait ça. Et quand il est déchu, le président Massamba Deba vient avec la jeunesse du mouvement national qui nous encadrait, qui encadrait les jeunes. Aucun jeune ne pouvait traîner. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on envoyait beaucoup de jeunes se former en URSS ou ailleurs. Mais on avait des cours du soir, des cours du soir. Je me souviens, peu de gens en parlent, mais dans le temps, pour aller en 6e, il fallait être admis au concours. Mais si tu n'avais eu que le CEP, sans le concours, tu n'allais pas en 6e. Donc tu te trouvais sur le carreau. Mais Monseigneur Batantou a ouvert ce qu'on appelle aujourd'hui les collèges populaires. Il a dit ces jeunes-là, il faut les rattraper. Il a lancé le collège populaire. L'un des premiers collèges populaires était à Mbama, là où il y a maintenant le collège technique Mindemba. Donc on faisait tout pour encadrer ces jeunes-là. Et beaucoup de jeunes qui sont passés par cette école sont devenus des cadres. Moi, j'étais professeur à l'époque. Je vais à Mindouli, plutôt à Luingui. Le sous-préfet vient me voir, bonjour monsieur, bonjour. Est-ce que vous vous souvenez de moi? Non, non, mais vous m'avez enseigné en 6e. J'étais fier d'avoir cet enfant qui était dans un collège populaire et être aujourd'hui devenu sous-préfet. Donc il y avait ça, l'État prenait ses responsabilités. On faisait tout pour qu'il ne chôme pas, parce que l'oisiveté est la mère des vices. Et nous comprenons entre les mots que est arrivé un moment, mesdames et messieurs, accident de circulation, l'État a abandonné. A failli, on a mis l'accent sur la politique politicienne. On ne parlait plus que politique. Alors je voudrais donc rebondir sur l'État qui ne parle que de la politique politicienne. Est-ce que c'est un défaut, permettez-moi le terme, ou un malheur que nous parlions du régime démocratique et qu'au sein de ce régime-là, qu'il y ait plusieurs partis et chaque parti a ses jeunes, des jeunes qui ne sont pas plus ou moins formés et que la conséquence, c'est ce que nous vivons. Est-ce que c'est possible de raisonner ainsi? Moi, je pense que ça, c'est l'un des cas qui justifie cette déchéance. Par exemple, je prends le cas de la Géménère, de 63 à 68, etc. En tout cas, que nous n'avons pas connu nous autres. Les jeunes étaient encadrés. Dans les sections, ils avaient des cours d'instruction civique. Je me souviens des cadres qui descendaient, les Diawara, les présidents Sassou Nguesso, tout ça, descendaient dans les sections pour parler aux jeunes, pour leur dicter une conduite à tenir. Et on faisait tout pour les encadrer. Et comme il y avait des entreprises qui étaient ouvertes, il y en a qu'on a embauché à Kinsundi, il y en a qu'on a embauché à Impreco, qu'on a embauché à Sidolou, etc. Mais en tout cas, on se soucie de ces jeunes-là, qu'ils trouvent l'emploi, comme ça ils vont se responsabiliser. Mais sinon, ces jeunes-là, quand ils sont au bord de la route, mais ils deviennent dangereux. En tout cas, ça c'était la bonne vieille époque. Chrysostome, encore une question? Oui, je n'ai pas encore terminé. Bon, est-ce que l'on peut conclure que le constat de tout cela vous a entraîné finalement à écrire la dernière leçon de grammaire? Mais oui, monsieur Chrysostome. Moi, je vis dans un quartier populaire, dans un village qu'on appelle Sangolo. Mais tout le matin, je vois la misère. Je la palpe. Je vois ces jeunes-là qui se lèvent pour pouvoir subvenir à leurs besoins, sont obligés de s'improviser en cantonnier, c'est-à-dire s'occuper de la route, mettre des pièces pour ramasser 5 francs, 100 francs, 25 francs. Ces jeunes-là qui chôment, qui n'ont rien à faire. Mais ça me fait réfléchir. Qui remplace occasionnellement la mairie. La mairie. Et ces jeunes
qui vivent encore aux dépens de papa qui n'a pas de retraite, qui souffre. Tu sais, Chrysostome, je veux vous dire une chose, monsieur Chrysostome. Nous, on mangeait 3 fois quand on était jeune. On mangeait 3 fois. Mais aujourd'hui, peu de gens mangent 3 fois. C'est clair. Le petit déjeuner, moi, je me souviens quand j'étais jeune, mon grand-père n'était pas riche, il n'était pas pauvre. C'était un vendeur de poissons fumés. Le matin, il se réveillait à 5 h du matin. Il nous préparait le poisson fumé avec du manioc qu'on mangeait pour aller à l'école. Il dit toujours, n'allez jamais affamer à l'école. Et vous mangez bien là? Le matin. À midi, on mangeait. Le soir, et c'était bio. Aujourd'hui, l'enfant a encore faim, mais il n'y a plus rien dans l'assiette. Tika papa. C'est terrible. Quand tu vois ça, quand tu vois ces gens qui te côtoient, qui viennent te voir, papa, j'ai pas faim. L'autre jour, il y a un gars qui est venu voir, un ancien universitaire. Ça m'a fait mal. Il m'a dit, papa, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Qu'est-ce que tu vas faire toi? Tu vas être sensible? Non, moi, en tant que chrétien, nous partageons ce que j'ai. Mais ça, on ne le voyait pas. Aujourd'hui, dans le quartier, moi, j'observe. Ça me fait mal. Il y a des mendiants à tout bout de rue. Oh là là, n'en parlons pas. Vraiment, il y en a. En tout cas. Et donc, la dernière leçon de grammaire, on peut dire que c'est l'expérience combinée de votre expérience d'enseignant, de journaliste, de greffier, pourquoi pas de diplomate, et de ministre. Et quel intérêt donnez-vous à ce document qui est pratiquement didactique? Mais il est didactique, vous le dites très bien. Oui. Si je l'ai écrit, je l'ai dit au départ de cette émission, nous parlons de plus en plus mal le français, qui est notre langue nationale. On n'a qu'à dire que tout le balai c'est le pototé, mais à partir du moment où on parle le français, il faut que nous maîtrisions les règles, les contours. Il faut que nous les respections. C'est tout. C'est dans ce sens-là. Je vous assure, quand j'ai donné ces cours de grammaire pendant près de 10 ans aux Américains, j'ai découvert les lacunes que j'avais moi. Et j'avais comme livre didactique, Mamadou Benito sont devenus grands parce que j'ai toujours gardé mes livres là. Là-dedans, il y a des bons résumés de grammaire. À tel point, le moyen est haïssable. Mais j'étais un des professeurs qui était vraiment adulé parce que je maîtrisais la grammaire. Très bien. Alors là, je veux terminer. C'est ça qui m'a permis, je dis cette expérience, il faut que j'écrive un livre avec quelques chapitres de grammaire qui peuvent être à la portée de tout le monde. En tout cas, qui sont très très utiles. Ça va aider beaucoup. Je vais terminer pour avoir votre lecture. Nous avions des enseignants, nous avions des conseillers pédagogiques, nous avions des inspecteurs. Et il arrive des moments où, chaque fin de 2 mois ou 2 mois après, que les enseignants d'un secteur donné se retrouvent dans une salle, ils sont une centaine, 200. En face d'eux, il y a peut-être un conseiller pédagogique ou un inspecteur en train de revisiter la manière d'enseigner. Est-ce que cette méthode est convenable lorsque un inspecteur ou un conseiller pédagogique est en face de plus d'une centaine d'enseignants en train de réviser la manière d'enseigner les enfants? Je ne sais pas comment ça se passe, mais en notre temps, si je ne m'abuse, l'inspecteur passait dans la classe. Bon, on n'était pas nombreux, il vient voir le professeur comment il enseigne et tout. Et au niveau de l'école catholique, il y avait le père qui était à Ouenze, et plutôt à Sainte-Anne, qui est mort suite d'un avion au Cameroun, qui venait, et quand il venait à l'école, les maîtres, vraiment, tremblaient. Tout le monde tremblait là. On avait ce qu'on appelle des compositions d'émulation tous les mois. Tous les mois, on proclamait les résultats de chaque CM2. Par exemple, on était surpris que l'école qui nous battait le plus, c'était une école d'Abombadia. Donc c'était l'émulation. Et puis il y a eu ce qu'on appelle à l'époque des périodes de recyclage. L'enseignant n'est pas en vacances. Quand il est en vacances, il a peut-être 1 mois, mais le 2e mois, il faut qu'il se recycle parce que les méthodes évoluent.
Mais à notre époque, nous avions connu, je vais terminer par là, à notre époque, nous avions connu ce qu'on appelait le cahier de roulement. Je cite. Nous, on l'a connu, le cahier de roulement. Donc lundi, c'est Alexis, il est venu s'échouer à notre Christella, le mercredi, c'est qui tout ça n'ont pas connu et le maître est en train de corriger. Et le premier à qui on donnait ce cahier de roulement, c'est pratiquement les meilleurs élèves de la classe. Non, mais nous, à notre époque, c'est ça. Chez vous, c'était quoi? Il y avait le cahier de roulement. Et chaque jour, on le confie à un enfant. À un enfant. Donc, si aujourd'hui, il y a la dictée, tu prendras la dictée dans ce cahier. Le problème de calcul dans ce cahier. La rédaction dans ce cahier. Toute la journée dans la journée, tu as le cahier. Et puis, on corrige. Et au fur et à mesure. Et à la fin, on corrige, on voyait un tel, c'est bien, tout. Non, il y avait le cahier de roulement. C'était le miroir de la classe. Oui, le cahier de roulement. Alors, c'est vrai que Chrysostome, il y a à boire et à manger, même Christella voudrait rebondir. Mais bon, Arnette, c'est à vous. Ok, d'accord, merci. J'ai vraiment pris mon mal en patience. Dieudonné Antoine Nganga. Je trouve personnellement que vous êtes trop bien assis et assis trop confortable dans votre fauteuil. Je pense que vous devrez être un peu secoué parce que vous êtes une fleur. Et en tant que jeune de cette génération, il faudrait sortir le nectar que vous avez apporté à la jeunesse aujourd'hui sur ce plateau. Très bien. Je vais peut-être répéter certaines questions que Christella lui a posées parce que vos réponses ne m'ont pas convaincu, parce que je veux vraiment vous secouer pour la jeunesse qui nous regarde. Alors, je vais commencer par dire que lorsque j'étais en train de réfléchir sur votre nom, Dieudonné Antoine Nganga, et je me suis dit que Dieu a donné à monsieur Antoine le Nganga. Alors comment j'explique le Nganga? En fait, nous en Lingala on dit le Munganga, c'est quelqu'un qui soigne, voilà, le médecin. En partant sur cri du cœur pour la jeunesse, Christella a parlé sur la boussole et sur le berger. Je crois que vous êtes cette boussole, parce que vous avez dit, vous avez pris des images, vous êtes la boussole, vous êtes le berger qui est là pour recadrer, si je peux dire, ou donner, apporter des solutions à la jeunesse congolaise. Dans l'introduction de l'émission, vous avez dit des mots qui m'ont assez frappé. Vous avez dit que dans votre temps, lorsque vous étiez jeune, il n'y avait pas ce que nous voyons aujourd'hui. Vous avez même employé cette phrase, votre jeunesse était saine. J'aimerais que vous regardiez cette caméra. Dites réellement, est-ce qu'à votre temps, il n'y avait pas d'orphelins? À votre temps, il n'y avait pas des gens qui couraient dans la rue, si je peux dire, des bandits? Pas de Poulouna, voilà. Pas de DJ. Je demande ça parce que vous êtes appuyé sur la Bible. Et la Bible dit, je crois dans Ecclésiaste, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui a existé. Vous êtes devant des milliers de jeunes qui vous regardent aujourd'hui. Dites-nous réellement, à votre temps, il n'y avait pas ces choses-là que nous voyons aujourd'hui. La décadence actuelle. Je vous dirai franchement, et je ne veux pas tricher maintenant. Je dis qu'en notre temps, il y avait évidemment quelques jeunes. Les orphelins existaient, mais dans quel sens? Dans nos villages, moi je suis de l'ethnie Congo, dans nos villages, il y avait les Mbongi, où on recueillait tous les orphelins. L'orphelin n'était pas abandonné à lui-même. Il y était éduqué. C'est là où il mangeait. C'est pourquoi dans le temps, le soir, tout le monde se retrouvait au Mbongi, chacun apportait qui Ndoda Bololo, qui du Makayabou, etc., pour qu'on se partage. Et c'est là où les orphelins étaient nourris et éduqués. Pour revenir à votre nom de Nganga, non, Nganga ne signifie pas Nganga ici. C'est-à-dire, les Nganga, dans mon ethnie, il y a plusieurs Nganga. Il y a le Nganga Mpombo, qui soigne. Hein? Il y a le Nganga Nzambi, qui est le peuple de Dieu. Et puis, le diminutif est devenu Nganga pour indiquer justement celui qui soigne. Oui, celui qui soigne. Mais le Nganga, c'est lui aussi qui lutte contre le sorcier. Parce que le Nganga va te dire, madame, vous êtes venue me voir, si Dieu le veut, on va guérir, on va faire ceci. Il met en exergue le nom de Dieu. Donc voilà le sens de mon nom. Le Nganga signifie au fond le sachant, le savant, qui sait quelque chose. Donc vous n'êtes pas là pour apporter, aussi pour conseiller, non, des solutions. Mais je suis le sachant, je conseille. Si je n'avais pas cette âme de sachant, je n'aurais pas écrit ce livre, puisque moi, les problèmes de cette jeunesse me taraudent le cœur et l'esprit. Je vous dis franchement, nous, beaucoup de gens viendront peut-être me contredire, mais nous, on n'a pas connu ça.
Les orphelins, il y en avait, mais ils étaient regroupés. Vous aviez vécu la bonne vieille époque. Mais oui, c'est tout. C'est clair. D'accord. Je peux Arnès. continuer? Oui. Alors, lorsque je lisais votre biographie, on dit que vous êtes quelqu'un, en fait, vous avez un esprit critique et vous vous êtes intéressé très tôt aux problèmes de la jeunesse congolaise. Alors, dans Cri du cœur, vous avez parlé de certaines entreprises, permettez-moi plutôt de lire, vous avez parlé de la Soprogie, de l'OCH, Sonaco et tout, ces sociétés qui malheureusement aujourd'hui n'existent pas. Maintenant, voici ma question. Est-ce que ces sociétés n'existent pas à cause de nous? Je ne pense pas, parce que nous n'avons pas connu ces sociétés. N'est-ce pas vous? Elles n'existent plus. Elles n'existent plus. Merci, Elles ont existé, merci beaucoup. mais elles n'existent plus. Est-ce que ce n'est pas vous, quand je dis à vous, votre génération qui avez détruit ces entreprises-là? Kinsundi. J'ai dit que notre génération est de beaucoup coupables. Ah. Ok. Moi, je ne m'en cache pas. Parce que nous, on a eu tous les outils. C'est pourquoi dans les solutions que je propose à l'État congolais, je dis ceci, qu'on crée encore les infrastructures de base et d'institution du Congo, comme dans les années 1960. Qu'on relance la construction du barrage de Kwilu, qui est un événement, on ne peut plus riche, de conséquences positives pour le développement de l'économie de notre pays. Et je parle de ce qu'on accroisse le développement du secteur tertiaire et de l'administration, de transport, comme jadis la SIC, l'OCH, la Soprogie, qui étaient des sociétés immobilières qui permettaient aux jeunes fonctionnaires qui rentraient d'acquérir facilement une maison à un prix modique. L'OCH, le quartier est là, il y en avait aussi à Sonaco. Mais aujourd'hui, peu de jeunes achètent une parcelle ou puissent avoir une maison. Nous, à l'époque, on allait à la BNDC. Moi, j'étais jeune greffier. Je n'aime pas parler de ma personne, de Maya Issab. Mais je vous dirais que ma première maison, je vous surprendrai, je l'ai construite quand j'avais 22 ans. Parce que j'ai commencé à travailler jeune. Dès que j'ai commencé à travailler, j'étais à la BNDC prendre un crédit. À l'époque, c'était 380 000 francs. C'était beaucoup. C'était énorme, comme 300 000. Tenez-vous tranquille, je l'ai fini. J'ai fini à payer ce crédit quand j'étais ministre. Donc, j'ai une parcelle qui avait coûté 6 000 francs à l'époque. Et j'ai construit ma maison, j'ai pris de crédit. J'avais 22 ans. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu une banque qui pouvait nous aider. Il y avait ces facilités-là. Ces facilités, il y a des jeunes qui ont eu beaucoup de maisons à la Soprogie, à l'OCH. Comme le président de Souba, sa maison qu'il avait achetée, c'est à l'OCH et c'est la maison à étage. C'est à l'OCH. Il y a beaucoup de cadres qui avaient des maisons. D'accord. Deux dernières questions parce que je crois que Christella a levé la main. Christella, Pierre, alors, patience là. Pendant la première émission, lorsque nous avons parlé sur le cri de cœur pour la jeunesse, j'ai remarqué que vous avez un regard de père, un regard d'enseignant, et je découvre que vous avez été enseignant, vous avez observé et tout. Et moi, je me suis dit, moi, je suis Koulouna. Moi, je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère, on m'a mis à la porte, je suis devenue enfant de la rue, malheureusement. Alors, qu'est-ce qui me dit, parce que M. Chrysostome avait souligné ici que voilà, il y a eu des pourparlers, qu'il était question de reconstruire des je ne sais pas quoi pour faire entrer ces enfants-là, pour peut-être les apaiser, si je peux dire. Mais moi, je suis la réinsertion de ces gens-là. Merci beaucoup. Mais moi, je suis Koulouna. Mais qu'est-ce qui ne me dit pas que quand je vais venir vers vous, vous allez peut-être, pour ne pas dire, vous allez peut-être me mettre en prison. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là maintenant en regardant le Koulouna qui nous suit en ce moment, le jeune délinquant qui sait que j'ai fait ça, j'ai tué et les gens ont des preuves. Lorsque je vais venir avouer vers vous, je m'attends peut-être à une certaine doléance, c'est vrai que je serai puni, mais qu'est-ce qui va me donner le courage ou plutôt la force de venir vers vous en attendant quelque chose de positif, bien que j'ai mal agi? Vous savez, je comprends la réaction de ces Koulouna qui ont peur. Mais moi, pas du moment, ils ne sont pas condamnés par le tribunal. Ils sont là, ils ont commis des faits. Mais on doit les récupérer. Dans le temps, il y avait ce qu'on appelait le centre de Bokosongo. Les jeunes délinquants, on les envoyait là-bas pour être éduqués, pour être formés. Très bien. Parce que, madame, je voudrais vous citer ce que Ziegler a dit. Aucun homme n'est une île.
Tout homme ne se construit que par le regard, la tendresse d'autrui. La vue ne naît que de la complémentarité, de la réciprocité. Je suis l'autre et l'autre est moi. Alors, ce jeune qui vient, est-ce qu'on le rate? Il y a eu ici ce qu'on appelle le ministère de la réinsertion. Je pense à partir de là que certains ninjas ont été récupérés. Pourquoi pas ne pas commencer dans ça? Allons vers ces jeunes-là, leur parler. Si l'État ne peut pas, on a des gens, des spécialistes, surtout les religieux. Il y a par exemple les Salésiens, il y a les pasteurs qui peuvent être envoyés pour ces gars-là, leur parler pour les amener sur le droit chemin. L'État peut les responsabiliser, d'accord, permettez-moi les mettre en condition, et puis ils vont faire le travail. Oui. Rapidement. Très rapidement. Oui, c'est mon temps. Alors, dernière leçon de grammaire, je suis à la page 19. La grammaire nous enseigne à parler et à écrire sans faute, sans faire de faute plutôt. Après, il y a cet adage, si je peux dire, où nous disons souvent, on dit souvent que le français parlé n'a pas de rature. Mais là, vous êtes en train de nous dire, de nous enseigner en fait de parler sans rature. Je me dis, parler n'a pas de rature. N'a pas de rature, oui, ça se dit. Et je suis à la page 133. Quand j'ai lu ça, j'ai souri parce que beaucoup d'entre nous ne le savent pas. Là, la phrase dit ceci: je le saluais d'un signe de tête. Là, c'est quand on écrit. Mais à l'oral, on dit je l'ai salué d'un signe de tête. Alors, quand je regarde ça, je me dis, il faudrait que ce livre soit dans les mains de beaucoup de gens. Lorsque vous étiez en train de parler, vous avez dit que lorsque vous étiez à l'école primaire, vous n'achetez pas de cahier, vous arrivez à l'école et tout. Alors, vous qui êtes l'auteur de ce livre, permettez-moi, que pensez-vous faire? Que comptez-vous faire pour cette jeunesse qui n'a pas ce privilège que vous avez eu en votre temps? Est-ce que vous allez donner gratuitement? Parce que personnellement, je pense que tout professeur de français devrait avoir ce livre. Est-ce que vous allez faire des dons, Monsieur Nganga? Est-ce qu'il faudra acheter? Est-ce que vous allez nous privilégier comme vous avez été privilégié en votre temps? Moi, je pense qu'aujourd'hui, je peux être philanthrope, mais je n'ai pas tous les moyens. Mais ce que je peux dire, on a un État responsable. L'État peut commander ces livres-là. En grande quantité. En grande quantité pour les mettre dans les écoles, pour les mettre à la disposition des maîtres, des professeurs et tout. Dans ce pays, on a eu à commander beaucoup de livres rouges de Mao, c'est tout. À l'époque. Pourquoi aujourd'hui on ne commanderait pas ce genre de livres pour qu'on puisse s'en imprégner? C'est tout. C'est la volonté. Et on dit que là, il y a une volonté, il y a une route. Est-ce que nous avons la volonté politique de faire ça, d'améliorer les conditions de travail de nos enfants? C'est clair. Vouloir, c'est pouvoir. Oui. Donc aujourd'hui, nous avions constaté ici que la dernière leçon de grammaire, c'est un livre qui doit être impérativement mis dans les mains de tout enseignant, de toute enseignante. Et donc, l'État peut prendre ses responsabilités, constater par lui-même, le ministère qui doit s'en charger jette un coup d'œil et se rend compte que c'est vrai. Eh bien, on commande une grande quantité. À Amazon, à l'Harmattan. Voilà, et ça arrive, c'est tout. Parce que les enseignants, dans les salles de classe, eux-mêmes souffrent déjà d'énormes lacunes. Et donc, du coup, il faut que la dernière leçon de grammaire soit vulgarisée. 5 minutes, il nous reste. Donc, on vous en donne une. Vous avez parlé au début, vous avez dit avoir eu le privilège de pouvoir côtoyer le président Denis Sassou Nguesso. Maintenant, pour vous qui avez pu le côtoyer, très souvent, j'entends les gens dire que non, tout ça c'est Sassou, on n'a pas de travail, on n'a pas de le chômage c'est lui, on n'a pas mangé aujourd'hui c'est lui, tout c'est lui. Du sucre derrière son dos. Vous qui avez pu le côtoyer, qu'est-ce que vous diriez de son avis pour les jeunes aujourd'hui? Parce que c'est quand même le père de la nation. C'est le père de la nation et je pense qu'il faut voir ses discours. Je pense que le président de la République ne tient pas un langage de bois. Il a toujours dit ce qu'il pense de la jeunesse. Et ces problèmes le concernent beaucoup. Mais entre ce qu'il émet et ce qu'il applique, il y a un fossé parfois. Vous croyez que le président de la République, à moins qu'il ne soit pas humain, mais tel que je l'ai connu moi, doit en souffrir. Surtout que lui-même, il a eu cette vocation d'enseigner à l'époque. Et je pense qu'il doit en souffrir. Il a organisé dans ce pays des colloques
pour justement réajuster l'enseignement et tout. C'est un problème qui lui tient à cœur. Je ne fais pas l'avocat du diable. Vous savez aussi, nous, on jette beaucoup de l'anathème sur des gens. On ne cherche pas la profondeur des choses. Moi, je pense qu'aujourd'hui, qu'on interpelle les anciens, tous les ministres, tous les gars de l'enseignement, pour qu'ils puissent trouver une solution adéquate à ce problème-là. Le président, il a émis quelque chose. Mais il ne veut pas être au four et au moulin. C'est pourquoi il a des collaborateurs. Hein? Lui, il va passer, d'autres viendront. Il faut qu'il y ait une continuité. C'est tout ce que je peux dire. Oui, rapidement, parce que moi aussi, il faut que j'ai quand même un atterrissage. Vous avez dit avoir construit votre première maison à l'âge de avoir acheté votre 22 ans, la BNDC a des affiches. de 22 ans. Mais seulement qu'il faut savoir que nous, en notre temps, une parcelle, c'est à partir de 5 Ça coûte les yeux de la tête. Ça coûte les yeux de la tête. Oui, même à 45 ans, on ne peut pas l'acheter. Même pas. Oui, et la question? La question, c'est juste, qu'est-ce que vous diriez pour nous jeunes qui avons la crainte d'aller vers les banques? Parce qu'on sait que ça nous prendra du temps. Même les banques ne vont pas accepter. Oui. Elles ne vont non plus accepter. On voudrait bien construire, mais on n'a pas cette possibilité que vous avez eu, que votre génération vous avez eu, d'une banque qui vous prête de l'argent. C'était la Banque nationale de développement du Congo. Ah. Et ce que j'ai pu faire, parce que j'étais déjà greffier. Ah oui. Donc j'avais un salaire. Moi, je pense que quelqu'un qui a un salaire permanent, il peut aller auprès de sa banque, demander un crédit pour faire cela. Les banques sont là aussi pour nous aider. Je ne sais pas si c'est encore la Banque nationale du développement du Congo. On ne dirait pas, nous n'entendons plus ce nom-là. Mais ce qui est vrai, c'est que les crédits, il y en a encore. Si vous avez un emploi, vous avez un salaire, c'est pérenne et tout ça. Mais il y a des emploi, un salaire, c'est pas à 22 ans. À notre époque, mais moi, j'ai commencé à travailler jeune. J'avais 19 ans. Ah, j'ai été titularisé. Non, madame. J'ai été titularisé à 20 ans. Et dès que j'ai été titularisé, la première chose que j'ai faite, c'est avoir un terrain et prendre un crédit au niveau de la BNDC. Très bien. Au moment où nous atterrissons, une question de curiosité. À 19 ans, vous avez commencé de travailler déjà. À 22 ans, vous avez pensé construire. Est-ce qu'il existe de votre génération quelqu'un que vous connaissez, de certains autour de vous que vous connaissez, qui malgré toutes ces facilités, mais en tout cas ont fini locataires, ils n'ont jamais construit? Les irresponsables. Des irresponsables. Mais je peux vous dire que dans notre génération, nous étions 10 greffiers. Nous tous, on a suivi les exemples de l'un de l'autre. Nous avons acheté des terrains, nous avons construit des maisons, nous sommes allés à la BNDC. Et on avait en plus de ça des tontines au tribunal. Ah, 5 000 francs par mois. Et c'était magnifique. Oui, parce qu'on disait il faut que nous sommes de la justice, nous devons montrer l'exemple. C'est pas bien que tu es de la justice, que le procureur vienne te harceler le matin parce que tu as fait sinon. Et ça vous a aidé énormément, ça vous a permis de devenir qui vous êtes devenu. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, Jaurès, c'est à vous aussi, comme pour dire, on est à l'atterrissage. Vous aurez compris que nous avions, et nous étions là avec Dieudonné Antoine Ganga dans Valeurs de chez nous, 12e partie, parce que nous avions eu quand même ici, sur ce plateau, 11 épisodes où nous avions passé en revue des valeurs de chez nous, d'autres vont arriver. Et nous étions donc en train de décrypter avec cette jeunesse, mon cri du cœur pour la jeunesse congolaise de Dieudonné Antoine Ganga, ainsi que la dernière leçon de grammaire. Au moment où nous atterrissons, nous restons sur notre soif. C'est vrai que vous avez répondu à beaucoup de nos questions, mais nous savons très bien qu'en une seule heure, on ne pouvait pas finir avec vous, tant il reste bien une bonne douzaine de questions à chacun d'entre nous. Nous avons été agréablement surpris par votre entrée dans la dernière leçon de grammaire et la sortie de ce livre, au point où nous nous sommes dit qu'il ne s'agissait pas, tout de même pas seulement de révisiter la grammaire. Il y avait quand même autre chose, un message beaucoup plus costaud que ça, cette façon d'entrer et de sortir. Mais peut-être qu'un jour, nous aurons encore l'occasion de vous remettre sur le banc des accusés pour que nous puissions poser toutes nos questions qui manquent encore. Oui. Si vous permettez, pour vous parler de cette rentrée, vous savez, c'est un rêve. Quand on arrive avec mes copains, on va visiter notre ancienne école, on voit l'état délabré de notre école et ça nous transporte dans un autre monde. On revoit notre dernière classe. C'est pourquoi à la sortie,
nous sommes réveillés par le tohu-bohu des supporters qui venaient de stade. Exact. C'est tout dans ça. Donc c'est une expérience personnelle, les personnages dans ce livre. Ce sont mes collègues qui étaient avec... On avait un trio au CM2 et c'est ça. Et ce que nous reconnaissons, nous retrouvons, ce que nous concluons, ou bien ce que nous découvrons, ou bien ce que nous reconnaissons, c'est que c'était la bonne vieille époque. Toutes les dispositions avaient été prises par les parents, pour les enfants, par les gouvernants, pour les gouvernés, hein, par les anciens, pour les générations futures. On ne pouvait pas se contenter de soi et ne pas penser à l'avenir. On ne vivait pas au jour le jour, comme aujourd'hui. Cette jeunesse qui a perdu tous les repères, n'est-ce pas? Cette jeunesse qui ne sait plus à quel sein se vouer, ni sur quel pied danser. Donc c'est tout à fait magnifique que nous ayons comme ça là pu, que Dieudonné Antoine Gonga ait pensé à nous, mesdames et messieurs, pour qu'il y ait cri du cœur, mon cri du cœur, son cri du cœur pour la jeunesse congolaise, que nous trouvons être un plaidoyer pour cette jeunesse, une vraie plaidoirie, comme pour dire aux anciens, réveillez-vous, réveillons-nous, parce que lui, il ne s'exclut pas. Nous sommes coupables de l'errance actuelle de la jeunesse. Et heureusement pour nous, il a proposé des pistes de solutions que nous avions trouvées magnifiques. Et donc nous prions... où est-ce qu'on peut obtenir Non, nous prions. Le livre, on va l'avoir à la FNAC, n'est-ce pas? Celui-là viendra demain, mais la dernière leçon de grammaire, si vous avez des correspondants, vous pouvez aller à l'Harmattan, vous le commandez, ça vient de France. Qu'on le veuille ou pas, mesdames et messieurs, le dicton est clair. Qui cherche, trouve. Cherchant mon cri du cœur pour la jeunesse congolaise, ainsi que la dernière leçon de grammaire, et nous allons donner raison à Convergence et Révolution culturelle, si ce n'est à Alexis Bongo, l'avocat défenseur de l'Afrique, et à toute son équipe, Christella Bemba, Arnette Eyala et Chrysostome Fouk Zonzeka, sans oublier Vikael Oboiko et Dixon Klaus Pimbi. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Merci.